Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Osez entreprendre, lancez-vous dans l'aventure de l'entreprise. On a parlé avec Thomas comme tous les dimanches. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien, on va commencer avec la saga Yoplait. Vous savez, la petite fleur. Bien sûr, c'est les souvenirs d'enfance. Exactement, et on va se poser une question. Est-ce que les managers seraient formatés, complexés, sous pression, au point de ne pouvoir manager librement ? Eh bien, on va essayer d'y répondre avec Philippe Jean Fiedler, qui est auteur du livre Le manager décomplexé. Et on terminera avec une autre question, un autre sujet, gérer les restructurations et les licenciements. Comment accompagner les salariés concernés avec humanité et respect. Et c'est jamais facile, effectivement. Tout de suite, commençons par la saga de la semaine. C'est en partenariat, comme chaque dimanche, avec le magazine Entreprendre. On vous plonge dans l'histoire gourmande d'une marque emblématique. Vous avez tous un souvenir de gosse. Yoplait, les yaourts. Dites-nous, Thomas, comment cette marque iconique est née ? Eh bien, Yoplait est née d'une fusion plutôt originale, d'ailleurs, en 1965. Deux coopératives laitières françaises, la société Yola et la société Coplay, ont décidé de s'unir pour donner naissance à cette marque. Le nom Yoplait est tout simplement donc la contraction de Yola et de Coplay. Leur but ? Créer une marque capable de démocratiser les yaourts qui, à l'époque, était un produit assez haut de gamme d'ailleurs et pas forcément répandu dans tous les foyers. Alors, qu'est-ce qui a vraiment marqué le début du succès de Yoplait ? La vraie révolution est arrivée en 71 quand Yoplait a lancé son pot de yaourt en plastique. Avant cela, les yaourts étaient majoritairement vendus dans des pots en verre, plus coûteux et moins pratiques, surtout pour le transport et la conservation à la maison. Ce nouveau packaging en plastique était léger, résistant et beaucoup plus économique. Cela a permis de faire baisser les coûts de production tout en rendant d'ailleurs le yaourt plus accessible et facile à stocker pour les familles. Oui, c'était pratique, effectivement. La marguerite, qui est un symbole fort de la marque, c'est le logo. Comment ce logo est devenu si iconique ? C'est un vrai coup de maître, d'ailleurs, en termes de marketing, car elle représente cette fameuse marguerite, la fraîcheur et la naturalité des produits. Une fleur simple, mais joyeuse et pleine de vie, parfaitement en phase avec les valeurs de la marque. Avec le temps, cette marguerite est devenue indissociable de Yoplait. Chaque pot en est orné et elle a même évolué d'ailleurs au fil des années tout en restant fidèle à son essence. Oui, c'est vrai qu'on la reconnaît directement quand on la voit. Alors à l'international, Yoplait est parti à la conquête aussi. Oui, dans les années 70, Yoplait a eu l'intelligence de ne pas se limiter au marché français. Ils ont cherché à s'étendre à l'international très tôt et leur partenariat en 77 avec General Mills aux États-Unis a été un tournant décisif. Ce partenariat a ouvert à Yoplait les portes du gigantesque marché américain et ils ont rapidement conquis les consommateurs avec leurs produits innovants et variés. Aujourd'hui, grâce à cette stratégie, Yoplait est présente dans plus de 50 pays, ce qui en fait une des marques de yaourt d'ailleurs les plus vendues au monde. Un vrai succès made in France qui continue de rayonner à l'international. Eh bien, bravo Yoplait. Allez, tout de suite Thomas, on accueille le témoin de la semaine, votre invité Jean-Philippe Fiedler. Bonjour et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Manager décomplexé, c'est aux éditions Géresso. Vous êtes manager de transition, vous nous expliquerez dans un instant ce que signifie ce titre qu'on a déjà entendu. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Et je profite, Jean-Marie, pour donner un prolongement et montrer à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou que nous verrons en replay. C'est le manager décomplexé, donc et pas complexé justement, on va en parler. Lapsus non révélateur. On va en parler dans un instant. C'est votre ouvrage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Justement. Merci Thomas. C'est quoi un manager décomplexé ? J'ai connu la droite décomplexée avec Jean-François Copé, donc dites-nous. Alors non, c'est pas du tout le même concept. Le manager décomplexé, le but c'est d'avoir quelqu'un qui va être un manager de bon sens et qui va s'appuyer notamment sur son intelligence émotionnelle. Avec le but de considérer le management comme une vraie chance et non pas comme un pouvoir. Si le management est sérieux, et il faut surtout ne pas oublier de ne pas se prendre au sérieux et de rester... Tout en faisant les choses sérieusement. Exactement, tout à fait. Philippe Jean Fiedler, en quoi le manager d'aujourd'hui est différent de celui d'hier ? Parce que celui d'hier, on disait, il cherche à faire le contrôle de ses collaborateurs, entre guillemets du flicage, utilisant le mot. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui ? Alors, en fait, je prendrais l'image du balancier. Effectivement, hier, le manager, c'était vraiment le contrôle. On cherchait le résultat. Peu importe la valeur humaine et la ressource humaine n'était pas vraiment importante. On cassait du collaborateur ? Oui, je pense qu'on a cette image un peu de l'adjudant-chef, un peu, un petit peu sévère. Si ce n'est que dans l'armée, ça avait un autre but. Mais c'était ça, oui. C'était pas une notion très, très importante. Et puis, le balancier a bougé. Et aujourd'hui, ce qui était hier vraiment une prise de pouvoir, aujourd'hui a changé, mais il faut se méfier effectivement du balancier quand il va un petit peu trop loin. Et aujourd'hui, on recrute plus des collaborateurs, on recrute des talents. Donc déjà, c'est une autre notion, mais il peut y avoir aussi des dérives dans ce sens-là. Tout à fait.
Alors, vous dites, c'est intéressant d'ailleurs, parce que vous dites on recrute plus des personnes, on recrute des talents. Alors, on va s'y intéresser un instant, parce que vous défendez quand même aussi l'idée dans votre ouvrage, l'idée selon laquelle le manager doit laisser parler sa nature, je vous cite, et pratiquer le lâcher-prise pour un management plus honnête, plus vrai. Pardon, je vais vous taquiner un peu, mais c'est mon rôle aussi. On parle beaucoup de bienveillance, et moi j'observe que plus on en parle, moins on en fait. C'est exact, je suis complètement d'accord avec vous. La bienveillance de posture est certainement la plus mauvaise des bienveillances. La bienveillance fondamentale, c'est-à-dire quand elle est vraiment ancrée en vous et qu'elle parle effectivement de l'intelligence collective et de l'intelligence émotionnelle, prend en compte à la fois votre propre vécu, votre humeur, mais aussi celle du collaborateur. Et là, ça match. Parce que on parle vrai, et je pense que on est au bon endroit pour parler vrai. C'est le slogan de Sud Radio, tout à fait. Vrai. Donc, c'est exactement ça, en fait. C'est le parler vrai. Et il faut pas se méprendre. Les collaborateurs le ressentent tout à fait, et ressentent tout à fait quand c'est le cas. Pardon, le parler vrai dont vous parlez en entreprise, est-ce que ça permet de tout dire ? Parce que c'est un peu ça aussi qu'on peut entendre à travers vos mots. Non, on peut pas toujours tout dire, et puis ça dépend à qui on s'adresse, comment on s'adresse, à quel moment on s'adresse aux gens. Mais parce que par exemple, Philippe-Jean Fiedler, on dit souvent, il faut tout dire aux collaborateurs, il faut les impliquer parce qu'ils ont un problème avec l'information si elle ne leur redescend pas. Mais dans le même temps, on voit qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas envie de tout savoir. On est d'accord, mais je pense qu'il faut serrer les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement du travail du collaborateur. Ça sert à rien non plus aussi de donner trop d'informations. Et puis, faut être très honnête, dans une entreprise, il y a des informations qui sont des informations sensibles. Confidentielles, voilà, et qu'on n'a pas à partager avec tout le monde. Alors, on s'est intéressé au manager d'hier, d'aujourd'hui. Le manager de demain, il va être 3.0, l'intelligence artificielle, enfin, toutes ces technologies, est-ce que ça va transformer le job, le rôle du manager ? Alors, je pense que l'intelligence artificielle peut aider si elle est considérée comme une aide et non pas comme une finalité. C'est effectivement tous les outils qu'on peut avoir à disposition pour améliorer, enlever les tâches répétitives qui sont inintéressantes en fait. Mon ultime question pour vous, est-ce que le télétravail, même si on revient dessus, on en entend beaucoup parler actuellement, est-ce que le télétravail a changé la façon de manager les collaborateurs en quelques instants rapidement ? Oui, ça a changé la manière de gérer les collaborateurs, mais après ça dépend. Il y a les métiers. Il faut vraiment voir. Voilà, il faut voir les métiers. Il faut voir aussi la taille des entreprises. C'est plus facile peut-être pour une grande entreprise et beaucoup moins pour des PME et des TPE, mais ça doit être fondamental, je pense. Oui, tout à fait. Merci à vous. Je vous en prie. Merci Thomas. Merci Philippe-Jean Fiedler. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Manager décomplexé. C'est publié chez Géresso. On laisse Thomas le remontrer à l'image pour nos abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Tout de suite, on explique quelque chose, Thomas. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Aujourd'hui, Thomas, on aborde un sujet délicat, mais bien réel, en entreprise. Comment gérer les restructurations et les licenciements en accompagnant les salariés concernés, mais quand même avec humanité et respect. Alors, comment peut-on mieux vivre ces moments difficiles ? Est-ce qu'il peut y avoir des divorces heureux ? Alors, on va voir ça dans un instant, mais vous voyez, c'est un petit prolongement quand même à l'interview qu'on vient de faire, parce qu'on est quand même dans une notion aussi de management là-dessus et management de l'humain. Alors, vous savez, Jean-Marie, quand une entreprise doit se réorganiser, ça crée toujours un choc. Faut pas se raconter d'histoire. Que ce soit une restructuration ou un licenciement, on parle avant tout de personnes quand même. Ouais. Et malheureusement, la manière dont ces moments sont souvent gérés peut laisser des traces profondes, non seulement pour les salariés, évidemment, qui partent, mais on oublie aussi ceux qui restent. Le plus important, c'est de commencer par la communication. Vous savez, je me souviens de Michel Rocard qui disait quand il était Premier ministre, pour que la parole soit écoutée, il faut qu'elle soit rare. Donc attention à l'excès de communication, mais une communication ciblée, vous le disiez d'ailleurs, Philippe-Jean, il y a quelques instants. Alors il faut être transparent pour ces raisons, pour ces décisions. Annoncer des licenciements sans explication alimente l'incompréhension et la frustration. Une information claire et honnête, même difficile, permet de poser les bases d'un dialogue respectueux. Un peu de sincérité. Alors une fois qu'on a annoncé la décision, comment on accompagne les salariés qui sont concernés ? Cet accompagnement est crucial. Indispensable. Il ne s'agit pas juste de leur dire au revoir, mais de leur offrir des solutions. Cela peut passer par des aides au reclassement, des formations pour se réorienter, ou encore d'ailleurs un soutien psychologique dans certains cas, il ne faut pas le négliger. En montrant qu'on se soucie de leur avenir, on traite les gens avec dignité, humanité, même dans ces moments difficiles. Et pour ceux qui restent dans l'entreprise, comment on évite un climat de malaise après les départs ? Alors ça, c'est souvent un point négligé. Les salariés qui restent peuvent se sentir démoralisés ou stressés. Il faut continuer à communiquer, les rassurer sur l'avenir et
et montrer que l'entreprise se préoccupe aussi de leur bien-être. Et qui ne sont pas les prochains. Non, absolument. Et en gérant bien cette période, on peut transformer la crise en opportunité pour renforcer la cohésion d'équipe. Allez, merci beaucoup Thomas Binet. Dans un instant, vous revenez avec Oser investir. Maintenant qu'on a entrepris, on va placer notre argent. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.